loyer, qui est un dispositif que nous n'avons chez SONET pas encore abordé dans le cadre des webinaires. Et ça nous tenait vraiment à cœur d'en parler aujourd'hui, parce que c'est un dispositif important qui représente en région bruxelloise à peu près autant de logements que le secteur des AIS. Alors pour en parler, on va avoir le grand plaisir d'accueillir deux orateurs de grande qualité. David van Voren, hartelijk bedankt voor jouw tussenkomst deze middag. Et donc David est directeur de Bruxelles Logement. Il a fait ses études à la Vrije Universiteit de Bruxelles, études en sciences économiques et sociales. Il a commencé sa carrière dans le monde du travail social en région bruxelloise, dans différentes maisons de quartier. Et il est, comme je le disais tout à l'heure, aujourd'hui directeur général de Bruxelles Logement. Ce que je vais ajouter, c'est qu'il nous a signalé qu'il avait fait sa thèse de fin d'études sur le sujet de l'allocation loyer. Et puis nous avons Philippe de Feit, que nous connaissons tous, qui est économiste, retraité aujourd'hui, très intéressé par toutes les questions qui touchent au logement, et il est lui aussi je dirais, fort spécialisé et compétent dans le domaine de la location de loyer, parce que la mise en place de la location de loyer en Wallonie est en bonne partie a été mise en place grâce à son intervention. Voilà ce que je voulais vous dire en petite introduction. Véronica, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Ah, on ne t'entend pas. Pardon, je n'ai pas mis mon micro. Alors, non, juste deux mots sur qui nous sommes, hein, parce qu'on est voilà, énormément d'inscrits. Je ne pense pas que tout le monde nous connaît. Donc, Sonnet est une plateforme collaborative voilà, qui regroupe des professionnels actifs dans la création, le soutien et l'accompagnement des logements abordables et l'accompagnement des publics précaires. Donc, on a vocation à mettre en réseau ces acteurs et à favoriser des partenariats. Donc, les webinaires font partie d'un de nos actions. Voilà, ça, je pour vous présenter très brièvement notre plateforme. Et alors, quelques consignes. Donc, merci voilà, de garder les micros éteints. Nous aurons donc une quarantaine de minutes d'abord, on va commencer avec M. Van Voeren pour la présentation et une réaction de la part de Philippe de Feit. Ensuite, donc, on aura le temps des échanges. Mais si vous voulez déjà poser des questions, voilà, je vous demande d'utiliser la chat et on va les prendre. Et ensuite, si vous voulez par contre participer à l'échange, on aura 1 heure environ voilà, pour échanger. C'est tout. Donc, je demanderai bien à M. Van Voren de commencer le partage de sa présentation. Merci beaucoup. Et oui, pardon, la séance est enregistrée parce qu'elle va être mise par la suite sur notre chaîne YouTube. Voilà, merci bien pour cette invitation et l'organisation de ce webinaire qui nous permet d'échanger nos points de vue sur l'allocation loyer. Ma présentation sera composée de 3 parties. Dans une première partie, je vais vous expliquer brièvement les origines et le fonctionnement de l'allocation loyer. Dans une deuxième partie, je vais vous présenter les résultats de cette allocation et dans la dernière et troisième partie, je vais vous présenter quelques réflexions plus générales sur le dispositif. Je tiens à souligner que cette dernière partie, donc les réflexions, n'engagent que moi personnellement et donc pas mon administration et encore moins mon ministre de tutelle actuel ou futur. Ceci dit, qu'est-ce que c'est l'allocation loyer? Donc, c'est une aide financière octroyée par la région de Bruxelles-Capitale pour couvrir une partie du loyer en attendant l'attribution d'un logement social. Cette allocation est entrée en vigueur le 11 octobre 2021, donc il y a presque 3 ans, et sa base légale est l'arrêté du gouvernement du 15 juillet 2021.
Je vois un message qu'on ne m'entend pas. Est-ce que c'est un constat général? Non? Ok, alors je continue. On t'entend très bien. On t'entend Ok, très bien. merci. Pourquoi cette allocation a été mise en place? Avant 2021, il existait déjà une allocation loyer pour des candidats locataires, notamment l'allocation qui a été instaurée par l'arrêté du gouvernement du 13 février 2014. Le but était de reprendre cette allocation et d'autres dans une ordonnance en 2018, mais la nouvelle initiative a remplacé ces deux dispositifs. En début de cette législature, donc en 2019, l'administration et les cabinets de tutelle ont fait une analyse de cette allocation précédente dont ressortaient quelques constats. Tout d'abord, on constatait que la procédure de demande était beaucoup trop complexe pour les bénéficiaires potentiels. Il y avait des critères d'octroi très stricts. Par exemple, on devait disposer de minimum 12 titres de priorité. Il y avait des plafonds de loyer à respecter également. Et les montants octroyés étaient relativement faibles, notamment 120 € par mois. Tous ces éléments faisaient qu'il y avait pour cette ancienne allocation loyer pour candidats locataires très peu de bénéficiaires. En moyenne, il y avait à peine 400 dossiers en paiement. Donc, le gouvernement qui a été mis en place en 2019 a donc décidé d'inscrire dans sa déclaration de politique générale l'objectif de rendre pleinement opérationnelle l'allocation loyer en veillant à une meilleure couverture des publics visés au travers d'une simplification des procédures et un allègement de la charge administrative. À part ces trois objectifs qui sont repris ici également, il a été décidé par la secrétaire d'État au logement, qui est aussi et était aussi la secrétaire d'État en charge de l'intégration sociale et l'égalité des chances, de porter une attention particulière pour les familles monoparentales, parce que des différentes études démontrent que ce sont vraiment les familles ou les ménages avec le plus grand risque de précarité. Donc, ces constats, donc une allocation qui n'atteignait pas ses objectifs, plus la volonté de simplifier les procédures, a mené à partir de 2019 à une révision fondamentale des conditions d'octroi et des montants de la nouvelle allocation loyer. Quelles sont maintenant ces conditions d'octroi? Tout d'abord, il y a des conditions d'octroi qui sont liées à la situation personnelle du demandeur. Je ne vais pas parcourir en détail toutes les conditions, mais en gros, les trois critères principaux sont le nombre de titres de priorité, donc sur la liste d'attente d'un logement social, parce que ça est et ça reste une allocation loyer en attendant l'attribution d'un logement social. Un deuxième critère important, ce sont les revenus des ménages, où on a distingué deux catégories qui correspondent avec les seuils de revenus du revenu d'intégration sociale pour le plus bas, le seuil le plus bas, et les revenus de l'intervention majorée. Donc, il a été décidé de ne pas réinventer des nouveaux seuils de revenus, mais plutôt de s'orienter sur des seuils déjà existants dans la sécurité sociale. Et un troisième critère important, c'est la composition des ménages où, comme je disais tout à l'heure, une attention particulière est donnée aux familles monoparentales, donc qui concrètement rentrent beaucoup plus vite que des autres ménages dans le dispositif. À part ces trois critères, donc les titres priorité, les revenus et la composition de ménage, il y a encore quelques conditions d'octroi annexes comme ne pas être propriétaire d'un bien immeuble et d'être repris comme personne de référence dans la base de données régionale, donc c'est la liste d'attente des logements sociaux. Il y a également des conditions d'octroi liées au logement. Il y en a 5 que j'ai repris ici. Donc, bien sûr, le logement
doit être situé en région de Bruxelles-Capitale, c'est assez évident, et le bénéficiaire doit y être domicilié. Il doit s'agir d'un contrat de bail de résidence principale et le logement ne peut pas être loué par une AIS ou la Société du logement de la région de Bruxelles-Capitale ou les CISP, donc les logements. Donc ça ne peut pas être un logement social parce que bien sûr c'est un autre dispositif qui est déjà financé par d'autres voies par la région de Bruxelles-Capitale. Le loyer ne peut pas être socialisé non plus, donc ça c'est le dispositif assez récent ou des loyers communaux, des locataires des logements communaux qui sont dans les conditions du logement social reçoivent une allocation qui couvre la différence entre le loyer qu'eux ils payent à la commune ou CPAS et le loyer social. Et une dernière condition liée au logement, c'est que le logement ne peut pas appartenir à un membre de la famille jusqu'au second degré, parce qu'alors ça sera bien évident un peu trop facile pour louer à son fils ou sa fille et toucher des allocations. Donc je pense que ce sont des critères relativement qui tiennent la route. Quels sont maintenant les montants? En fonction de la composition du ménage et du revenu, il y a un montant qui varie entre 35 € par mois, sont les montants actuels pour les ménages avec les revenus plus élevés et un montant de base de 180 € pour les ménages avec les revenus les plus faibles. Il y a également des majorations qui sont prévues par enfant. Donc là aussi une différence entre les familles monoparentales qui touchent une majoration de 45 € par enfant et les autres familles avec une majoration de 22 €. Donc comme vous le voyez, c'est vraiment ce focus sur les familles monoparentales a été vraiment au cœur du dispositif. Sur la durée, donc l'allocation est octroyée pour une période de 5 ans à partir de la date d'introduction de la demande. Après cette période de 5 ans, il sera vérifié si le bénéficiaire est encore dans les conditions d'octroi. Si c'est le cas, l'octroi de l'allocation sera prolongé de 5 ans. Après ces 2 périodes d'octroi, on met fin à l'octroi de l'allocation. Tout ceci toujours dans le but que c'est une allocation en attente de l'attribution d'un logement social et en général, dans les 10 ans, je sais que ce n'est pas pour toutes les familles, mais en règle générale, dans les 10 ans, normalement, on peut supposer qu'un logement social sera attribué, même si je sais que ce n'est pas le cas dans tous les dossiers. Cette durée limitée de maximum 10 ans, il y a des exceptions pour des personnes âgées, donc qui ont plus de 65 ans, ou pour des personnes handicapées, donc 66% degré d'handicap ou plus de 9 points. Quant à la procédure, il y a eu une simplification de la procédure de demande, caractérisée par 3 gros enjeux. Donc, tout d'abord, on envisage une approche proactive, ce qui veut dire que des mailings ciblés sont destinés aux candidats locataires d'un logement social dont on suppose qu'ils sont dans les critères d'octroi. Donc, ce n'est pas aux candidats locataires d'un logement social à nous solliciter, à faire la recherche d'infos. Non, il ou elle est contacté à notre propre initiative et en collaboration avec les SLRB pour leur informer du dispositif. Un deuxième aspect important, c'est la simplification administrative. Donc, le demandeur n'a plus à fournir de documents administratifs. C'est l'administration qui vérifie si les critères sont remplis auprès des sources authentiques. Donc, par exemple, pour le critère de composition de ménage, on accède au registre national. Pour le critère de revenus, on a un lien avec l'SPF Finance pour les revenus imposables.
Et un dernier élément quand même important, vu la fracture numérique, c'est l'approche multicanal, où il reste possible d'introduire des demandes à l'ancienne, hein, donc au guichet, par courrier, donc, et bien sûr aussi par les autres dispositifs comme le mail ou en ligne. Et en plus, on a aussi un numéro vert gratuit où c'est possible de nous contacter pour toute question par téléphone, donc qui est aussi fort utilisé et apprécié par les clients. Donc voilà, ça c'était les plus grandes caractéristiques de cette nouvelle allocation, donc qui a été instaurée depuis 2021. Quels sont maintenant les résultats? Je suis passé un peu trop vite à ce slide, donc vous avez déjà pu les voir. Donc, depuis l'entrée en vigueur en 2021, il y a 14 000 allocations qui ont été octroyées. C'est la situation fin septembre. Et fin septembre, il y avait 11 600 allocations en paiement. Donc, à titre de comparaison, en région Bruxelles, il y a 8 à 9 000 logements AIS, à peu près 40 000 logements sociaux. Donc, c'est pour vous donner l'ordre de grandeur. Donc, ça devient quand même, c'est un dispositif très récent qui a quand même pris de l'ampleur dans une période très courte. Le montant de l'allocation, oui, c'est bien sûr en fonction des critères que je vous ai expliqués tout à l'heure, mais donc en moyenne, en 2022, le montant octroyé était de 202 € par mois, et cette année, donc sur base de données jusqu'à fin septembre, on était sur un montant moyen de 232 € par mois. Cette augmentation cette année est due à l'indexation qui a été décidée fin de 2023. Donc avant, les montants n'étaient pas indexés, donc il y a eu une indexation plus récente, ce qui explique l'augmentation assez forte de ce montant moyen. Donc ici, c'est le graphique des dossiers en paiement, donc ce sont les mêmes chiffres. Donc voilà. Oui, au niveau des bénéficiaires, donc quand je vous ai expliqué les conditions d'octroi, je vous ai rappelé l'importance qui était accordée aux familles monoparentales, et ça se montre aussi dans les chiffres. Donc, un tiers des bénéficiaires de l'allocation loyer sont des familles monoparentales. Donc, essentiellement avec des revenus très faibles, donc les 32% que vous voyez là, sont des familles monoparentales avec des revenus qui sont inférieurs ou égaux aux revenus d'intégration sociale. Donc, au niveau de la sélectivité de la mesure pour ce public envisagé, je pense qu'on a largement atteint les objectifs qui étaient fixés au début de la réforme. Donc, si je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a à peu près 14 000 octrois et 11 600 dossiers en paiement, ça veut aussi dire qu'il y a eu des sorties du dispositif. Donc, il y a eu des dossiers qui ont été clôturés, à peu près 2400 dossiers. Ça s'explique essentiellement par le déménagement vers un logement social. Heureusement, je dirais, parce que c'est avec ce dispositif que l'allocation loyer est liée, mais aussi suite à des déménagements vers des logements AIS, un loyer communal qui est devenu socialisé, des déménagements hors de la région de Bruxelles-Capitale, ou le bénéficiaire qui est devenu propriétaire d'un bien. Donc, et essentiellement un bien qu'il occupe lui-même, donc qu'il a acheté un logement. Quant aux dépenses, donc le budget prévu pour l'allocation loyer a augmenté de 19,5 millions d'euros en 2022 et ici il s'agit d'une prévision sur base des chiffres jusqu'à fin septembre, donc, mais cette année on estime arriver à 34 millions. Donc c'est une augmentation considérable qui est bien sûr liée à la fois à l'augmentation du nombre de bénéficiaires et à l'augmentation suite à l'indexation des montants octroyés.
Donc, si on se pose la question, est-ce que les objectifs que je vous ai présentés en début de séance ont été atteints, je pense qu'on peut cocher presque tous les cases. Donc, il y a une meilleure couverture des publics visés. Donc, c'est une mesure très sélective. On a réussi à toucher les familles monoparentales qui étaient le public cible prioritaire. Il y a eu une simplification des procédures et un allègement de la charge administrative. Et important également, l'objectif quantitatif qui a été posé, donc 12 829 bénéficiaires dans le plan d'urgence logement, pour être précis, a également été atteint. Bien sûr, il reste des pistes d'amélioration. Je pense qu'on doit poursuivre la simplification administrative. Actuellement, on demande toujours aux demandeurs de l'allocation de nous envoyer une copie de leur bail de résidence. À partir du 1er janvier, la région sera responsable de l'enregistrement des baux. Donc, à terme, on devrait avoir accès à ces données aussi automatiquement sans devoir demander aux demandeurs de nous fournir ces documents. Idem pour les allocations familiales. Donc actuellement, pour des majeurs entre 18 et 25 ans qui touchent encore des allocations familiaux, on demande de nous fournir l'attestation, mais il y a des démarches en cours pour avoir accès aussi directement auprès de la Banque Carrefour de la Sécurité sociale pour octroyer ces infos-là. Notre piste d'amélioration, c'est affiner la procédure en cas de déménagement. Donc, c'est surtout lié à des déménagements vers des logements sociaux ou des logements AIS. Dans la procédure actuelle, le bénéficiaire doit nous fournir dans les 3 mois après son déménagement un contrat de bail qui peut amener à des situations où on doit constater qu'il a déménagé dans un logement social et qu'on doit donc recouvrir 3 mois d'allocation octroyée. Ça pourrait être simplifié si on met en suspens les paiements en attendant d'obtenir les données sur le nouveau logement. Et certainement, il y a encore d'autres pistes d'amélioration, mais on va proposer au futur gouvernement d'avoir une évaluation plus approfondie en mi-législature de cette nouvelle législature. Voilà, donc ça c'était la partie descriptive. Maintenant, on commence les réflexions, donc plus à titre personnel. Si on regarde donc maintenant on a beaucoup parlé des résultats, en anglais les outputs de la mesure. Qu'est-ce qu'on a fait? Combien d'octrois? À quel public? Une question aussi importante, c'est quels sont les effets à plus grande échelle de différents dispositifs. Si on lit la littérature académique au sujet des allocations, il y a quelques effets potentiels qui sont répertoriés dans des études, où il y a eu des études dans des villes ou des pays à l'étranger, en Europe ou aux États-Unis. Je vais les parcourir brièvement avec vous. Un premier effet potentiel porte sur l'abordabilité du loyer, où la logique est que si le pouvoir d'achat augmente suite à l'octroi d'une allocation, il y a bien sûr une réduction du part du loyer dans les dépenses du ménage. Ceteris paribus, donc ça veut dire si toute autre chose reste égale, si le loyer ne change pas. Sur la hauteur des loyers, c'est à nouveau un raisonnement assez classique économique. Donc à court terme, si la demande est renforcée, donc si les revenus sont plus élevés suite à l'octroi d'une allocation, mais l'offre reste égale, les prix seront plus élevés. Ça s'appelle l'élasticité de l'offre à court terme. Donc, si demain, il y a 1000 personnes qui reçoivent une allocation loyer, il n'y a pas des dizaines ou des centaines de promoteurs immobiliers qui vont sortir du sol dans la semaine des nouveaux logements locatifs. Donc, ça, c'est l'élasticité à court terme qui est très, très, très faible ou quasi inexistante. Dans ce même raisonnement, à plus long terme, on peut
dans certains cas, constater que si la demande est renforcée, il y aura aussi une augmentation de l'offre. Parce que si un investisseur ou une groupe d'investisseurs se rend compte que le pouvoir d'achat des locataires en région bruxelloise a augmenté, qu'ils seront en mesure de payer un peu plus pour un logement locatif ou qu'il y aura moins d'arriérés de loyer suite à la location, ça peut les inciter à investir plus dans le logement locatif. Hein, donc, et si l'offre augmente, par les lois de l'offre et de la demande, j'avoue, raisonnement très classique, les prix pourraient être moins élevés. Un quatrième effet potentiel porte sur la qualité des logements, où le raisonnement est assez simple. Donc, suite à l'augmentation du pouvoir d'achat, le bénéficiaire pourrait accéder à un logement plus adapté et de meilleure qualité. Même raisonnement pour la localisation, donc la possibilité de déménager dans un quartier plus aisé si son pouvoir d'achat a augmenté. Et un dernier effet potentiel qui est répertorié dans la littérature académique, c'est les potentiels pièges à l'emploi, avec deux raisonnements. Que la première étant que suite à l'octroi d'une allocation, il pourrait y avoir moins de nécessité financière de travailler, parce qu'il y a d'autres moyens, d'autres revenus. Mais surtout, je pense que le deuxième élément est le plus important, c'est que la réduction ou la suppression d'une allocation en cas d'augmentation des revenus peut décourager le bénéficiaire de la recherche d'emploi. C'est hypothèse théorique. Si le différentiel entre les gains et la perte des revenus suite à la suppression de l'allocation loyer sont trop faibles. Maintenant, qu'en est-il sur les effets en région bruxelloise? Point d'interrogation. Hein, donc, ce que je vous viens d'expliquer sont tous les effets potentiels qui ont été étudiés dans d'autres pays, dans d'autres villes. Mais si on me pose la question, est-ce que vous avez déjà évalué les effets réels de cette allocation en région bruxelloise? Je dois vous dire non. Je vais vous expliquer aussi comment ça se fait. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu d'évaluation approfondie des effets à cause de 4 motifs. Le premier motif, c'est la complexité de la matière. Il y a plein de facteurs qui influencent l'offre et la demande du logement locatif, les prix des logements, etc. Donc, d'un point de vue méthodologique, il est très difficile d'isoler et d'identifier l'effet à lui seul d'un seul variable comme l'octroi ou non d'une allocation loyer sur des évolutions de l'offre, des prix, etc. Donc, c'est une matière assez complexe. Deuxième élément très important, c'est que les données dont on dispose, que je vous ai présentées tout à l'heure, ont été conçues pour une utilisation administrative. Et si on parle de données, ces dernières années, on parle aussi de l'RGPD qui ne facilite pas la recherche plutôt d'évaluation des politiques publiques. Pour vous donner un exemple très concret, vu que dans cette allocation loyer, il y a plus de conditions liées à la hauteur du loyer, nous ne disposons pas des loyers, des logements pour lesquels on octroie des allocations loyer. Le raisonnement était tout simplement, vous ne pouvez demander que les données dont vous avez vraiment besoin pour faire votre travail. Ça, c'est donc la logique RGPD, donc, mais qui nous confronte quand même avec des difficultés si par la suite on veut évaluer les politiques publiques. Il y a aussi un manque d'expertise en évaluation des politiques publiques, mais encore plus important, je pense aussi à un manque de culture d'évaluation des politiques publiques. Et je ne parle pas que pour mon administration, mais je pense que c'est un constat au-delà des compétences, au-delà des niveaux de pouvoir, pas uniquement en région Bruxelles-Capitale, mais dans toute Belgique, je dirais même dans toute l'Europe où il n'y a pas systématiquement une évaluation des politiques publiques approfondie. Donc, ce que je vais
vous présenter maintenant sont mes best guess, hein, donc sur base des infos dont je dispose, et sur base des échanges avec mes collègues, quelques appréciations des effets potentiels. Donc, sur l'abordabilité du loyer, oui, il est incontestable que si le budget des ménages, je parle maintenant au niveau d'un ménage individuel, si le budget d'un ménage augmente de 200 €, ça améliore son pouvoir d'achat parce que ça réduit la charge locative dans les dépenses générales. Mais on doit se poser la question, est-ce que par l'octroi de cette allocation, le loyer est devenu abordable ou il est devenu moins inabordable, hein? Est-ce que suite à l'octroi de l'allocation, le ménage paye moins de 30% de ses revenus ou 40% en fonction du seuil qu'on applique, ou est-ce qu'il est toujours au-dessus de ce seuil? Donc, c'est une question qu'on ne peut pas répondre maintenant parce qu'on ne dispose pas des loyers. Sur la hauteur des loyers, donc les effets macroéconomiques, je pense, et j'en suis quasi sûr, qu'il y a peu d'impact vu le nombre limité d'allocations qui sont octroyées. Hein, ça représente que 3-4% du marché privé locatif en région Bruxelles-Capitale, et aussi par le fait, par le caractère anonyme de l'allocation. Donc, en principe, je sais qu'il y a des détournements ou des tentatives de détournement, mais normalement, le bailleur n'est pas censé de savoir si son locataire potentiel bénéficie, oui ou non, d'une allocation. Même raisonnement sur l'offre de logement locatif. S'il y a peu d'impact sur la hauteur des loyers, je ne pense pas que l'octroi d'une allocation loyer a incité des investisseurs à produire en masse des nouveaux logements. Je ne pense pas. Sur la qualité des logements, on n'a pas encore d'infos. Je pense que si on arrive à résoudre les problèmes RGPD, on disposera à partir de l'année prochaine d'une source de données très riche par l'enregistrement des baux, où il y a des infos qui seront demandées sur la superficie, le niveau d'équipement des loyers. Donc, si on arrive à maîtriser les exigences RGPD, là, on aura une source vraiment très riche pour mener une évaluation des politiques. Sur la localisation des logements, les données administratives sur les déménagements. Hein, si par exemple des bénéficiaires ont déménagé de quartiers populaires vers des quartiers plus aisés, ces données-là, on en dispose, mais ils ne sont pas encore exploités et il faut 120 protocoles RGPD pour qu'ils soient exploitables, mais c'est possible potentiellement d'analyser ça. Et sur la piège à l'emploi, déjà dans la littérature internationale, il y a peu d'études qui démontrent cet effet-là. Et pour la région de Bruxelles-Capitale en particulier, je pense que ce risque est peu probable vu le fait que l'allocation est maintenue pour une période de 5 ans, même si les revenus des bénéficiaires augmentent. Une dernière réflexion dans l'invitation, on m'avait aussi posé la question de faire la comparaison avec d'autres dispositifs. Là, je fais référence au Spending Review qui a été réalisé en 2021, où j'ai pris une citation ici qui explique qu'avec le coût, vous pouvez lire, donc le coût de construction pour un logement social pourrait en un an, et c'est financer 47 logements des pouvoirs locaux à tarif social, 23 allocations loyer ou 22 logements AIS à tarif social. Mes réflexions personnelles sur cette thèse, je ne vais pas rentrer dans le détail de ce spending review, c'est qu'il faut quand même relativiser cette thèse pour 3 raisons. Tout d'abord, oui, il y a bien sûr une
une différence entre des dépenses publiques, hein, comme l'allocation loyer ou les frais de fonctionnement ou les interventions dans le loyer des AIS, versus des investissements dans le logement social classique, hein, où il y a les bâtiments et le foncier qui sont acquis et qui maintiennent une partie au minimum une partie de leur valeur. Je pense aussi que la force de l'allocation loyer, c'est son nombre relativement limité, hein, qui fait qu'il y a probablement peu d'effets inflationnistes sur les prix du marché. Si maintenant on élargit les publics cibles en sorte qu'au lieu de 14 000 ou 12 000 bénéficiaires, il y en a 50 000, je suis plus persuadé que cet effet inflationniste sera limité. Donc, c'est quand même aussi un enjeu à tenir en compte. Et un dernier élément de réflexion, c'est que il y a un manque de logement tout court et surtout abordable en région Bruxelles-Capitale. Donc, je pense aussi qu'il faut privilégier des dispositifs qui ont un impact certain sur l'offre. Donc, ça sont quelques réflexions par rapport à cette thèse du spending review, mais je suis sûr qu'on pourra en discuter encore par la suite. Et un dernier élément, et là je tiens beaucoup à le souligner, j'aime bien faire référence à l'article 3 du Code bruxellois du logement, hein, que vous connaissez tous par cœur, hein, qui dit que chacun a droit à un logement décent, mais ça comprend plusieurs éléments. Bien sûr, il y a la notion de qualité, l'abordabilité financière, la sécurité d'occupation, l'adaptation au handicap, le climat intérieur sain, la bonne performance énergétique et la proximité des équipements collectifs. Je pense qu'il faut vraiment évaluer les différents dispositifs de la politique de logement en fonction de l'ensemble de ces objectifs et donc pas uniquement regarder le coût, mais aussi comparer par exemple la qualité des logements publics, privés, AIS, social, pour avoir une analyse plus large, donc ce qui s'appelle dans la littérature le multicritères, analyse, donc analyse multicritères. Un exemple d'une telle étude a été réalisé il y a 6 ans par le Steun Punt Wonen en région flamande, où ils ont comparé la kosteneffectiviteit, donc l'efficacité coût des logements sociaux classiques et AIS, sous cet angle, hein, donc en tenant aussi compte de la qualité, de l'accessibilité, etc. Et eux, ils arrivaient à la conclusion que le logement social classique était moins coûteux et plus avantageux que les AIS. Donc tout ça dépend aussi du champ d'évaluation qu'on se fixe, bien sûr. Donc en attendant, ce genre de recherche que j'espère vraiment qui verront le jour les prochaines années, je maintiens une position plutôt agnostique dans la discussion sur ce qui est le meilleur, entre guillemets, dispositif en politique de logement en région de Bruxelles-Capitale. Je vous remercie de votre attention et j'attends avec impatience toutes vos questions et remarques. Merci. Merci David, merci beaucoup pour cet exposé très clair. Alors je passe la parole du coup à toi Philippe pour une réaction. Voilà, bonjour à tout le monde. Merci de me donner l'occasion de partager quelques réflexions. D'ailleurs, merci d'abord pour le thème, hein, que vous avez choisi et merci aussi à David pour son exposé. Alors, une première remarque, c'est que je pense qu'il faut avoir en tête qu'il y a, à mon sens, peut-être qu'il y a encore d'autres dispositifs plus particuliers ou plus rares, mais qu'il y a 3 types d'allocations loyer qu'il ne faut évidemment pas confondre. Premier type d'allocation loyer, c'est celui qu'on rencontre dans beaucoup de pays européens. On n'a pas cette tradition chez nous, mais où en fait on a un dispositif très large qui est justifié par la difficulté d'un certain nombre de ménages à payer leur loyer. Au point même qu'en France, on peut avoir accès au loyer, à un logement social et encore avoir une allocation loyer. Hein.
Et donc, ce qui est important ici, c'est oui, de dire que, excusez-moi, une petite remarque en passant, je voulais dire c'est ceci, quand on fait des comparaisons entre pays sur les niveaux de vie des personnes les plus pauvres, c'est extrêmement compliqué de le faire parce qu'en général, on s'arrête au revenu. Donc, par exemple, on compare le revenu d'intégration en Belgique avec le revenu de solidarité active en France. Oui, mais il est très bas, le revenu de solidarité active par rapport à chez nous, mais il y a souvent une allocation logement ou une allocation loyer qui s'ajoute à ce revenu. Deuxième type d'allocation loyer, c'est celui dont on a discuté aujourd'hui, qui est l'objet plutôt compensatoire. D'ailleurs, en Wallonie, on parle d'une allocation d'attente, pas d'une allocation loyer, on parle d'une allocation d'attente. Je reviendrai sur ce point parce qu'il me paraît politiquement extrêmement important. Et puis, il y a un troisième type d'allocation loyer. D'ailleurs, en Wallonie, ça porte ce nom, qui vise à qui est un versement aux agences immobilières sociales quand l'écart entre le loyer qu'elles peuvent demander et le loyer qu'elles paient aux propriétaires est trop grand. Et là, on retrouve en quelque sorte un mécanisme d'aide aux bailleurs, d'aide aux propriétaires indirectement et pas une aide aux personnes. Et là aussi, c'est un point très important sur lequel je reviendrai. C'est est-ce que d'une manière générale, la politique du logement doit aider, pour faire une distinction très, très simpliste, est-ce qu'on doit aider les briques ou est-ce qu'on doit aider les locataires? Est-ce qu'on doit aider les ménages ou en quelque sorte les propriétaires? Voilà. Mais ça, on viendra sur ce débat. Alors, deuxième série de remarques, c'est que l'allocation loyer, telle qu'on vient de nous l'exposer, effectivement, rencontre trois problématiques qui sont aujourd'hui largement partagées par un ensemble de dispositifs sociaux. Le premier, c'est le non-recours. Je pense qu'à Bruxelles, on a résolu la question quand même un peu mieux qu'en Wallonie, mais ça reste une question. Il y a manifestement, je suppose encore, David, un non-recours à Bruxelles. Je vais y revenir dans un instant. En Wallonie, il est massif, il est d'ailleurs inacceptable. C'est inacceptable d'avoir un dispositif avec une proportion aussi grande de non-recours. Et pour une fois d'ailleurs, on peut déterminer de manière très claire le nombre de demandes potentielles. Hein? Souvent, quand on parle de non-recours, on ne sait pas nécessairement qui a droit. Et donc, il est difficile d'estimer l'importance du non-recours. Mais ici, on sait très clairement déterminer le nombre de ménages qui, en principe, a droit à cette règle. Deux, c'est les pièges à l'emploi. Je vais y revenir aussi, mais le message essentiel est ici semblable à celui que vient de donner David. Je ne pense pas qu'il y ait un effet massif. Hein, parce que ça voudrait dire que la personne, finalement, gagne très peu, en plus que ce qu'elle gagne si elle devait rester au chômage ou au CPS, etc. Et que donc, dans ce cas-là, je ne pense pas que c'est l'allocation loyer qui va faire une différence majeure. Mais on n'a effectivement pas de données. Et alors, le troisième point, ça c'est probablement le point le plus compliqué à partager et pourtant il est essentiel. En général, quand on fait un dispositif social, c'est le cas ici, on fixe un montant de revenus, on fixe un montant de l'aide, et puis l'aide va changer en fonction du nombre d'enfants. Mais la question centrale, c'est quand il y a un enfant en plus, de quel pourcentage augmente l'aide? Si on devait se servir des critères utilisés pour calculer le taux de pauvreté, une aide devrait être augmentée de 30% quand il y a un jeune enfant de moins de 14 ans et de 50% quand il y a un jeune qui est âgé de 14 ans ou plus. Un jeune dépendant. Hein. On n'est pas là, hein, manifestement. En tout cas, pour ceux qui ne sont pas monoparentales, l'aide représente une fraction de l'aide de référence qui ne correspond pas aux critères retenus pour le calcul du taux de pauvreté, ce qu'on appelle en langage scientifique les unités de consommation. Et ça, c'est vrai pour toute une série de dispositifs. Et ce qui rend alors effectivement, qui amène
à donner beaucoup plus ou à favoriser quelque part les familles monoparentales, mais c'est parce qu'on n'a pas bien calculé le poids des enfants par rapport à l'aide de base. J'espère avoir été clair, mais je reviendrai sur ce point tantôt si vous me posez une question. Et troisième point, avant d'en arriver à la situation wallonne, troisième point, comparaison des coûts des différentes formules. Je pense que Magali est dans l'auditoire. Je n'ai pas encore eu le temps de lire votre étude sur le spending review, mais moi je ne pense pas qu'on puisse faire une comparaison par rapport à l'allocation logement et de mettre ça sur le même pied que par exemple une AIS ou le loyer socialisé, parenthèse, dispositif qui existe à Bruxelles mais pas en Wallonie. Je pense que c'est un dispositif à part et je dis que je reviendrai là-dessus, effectivement, sur quelle est la justification profonde. Mais quelle que soit la formule choisie, quels que soient les choix politiques de dire AIS, loyer socialisé, logement social, etc., il me semble que l'allocation loyer doit être mise à part parce qu'il s'agit d'une compensation en attente de. Et donc, je ne pense pas qu'on puisse comparer de la même manière l'allocation loyer avec d'autres dispositifs en matière de logement. L'autre chose, je pense que c'est ce que David nous a dit, en tout cas de manière implicite, c'est effectivement, il faut calculer ça sur la durée de vie des investissements. Hein. C'est par année d'occupation qu'il faut faire le calcul. Hein. Et donc, effectivement, peut-être, je n'en sais rien, que le logement social coûte plus cher, mais on dispose d'un logement pour 30 ans, 40 ans, 50 ans, surtout si on fait des travaux. Si on passe par un dispositif AIS, mais le logement, il est pour un certain temps, hein, pour un nombre d'années beaucoup moindre. Donc voilà, mais je ne vais pas rentrer dans des questions méthodologiques qui nous éloignent peut-être un peu du sujet d'aujourd'hui. Alors en Wallonie, le dispositif logement loyer, allocation loyer qui est devenu allocation d'attente, a été, c'est le moins qu'on puisse dire, âprement discuté. Je ne vais pas ici faire des commentaires qui pourraient être assimilés à des prises de position politiques, en tout cas partisanes, mais en gros, il y avait d'énormes réticences chez certains partenaires en 2019. Donc au moment où on a négocié l'accord de majorité 2019-2024, et il y avait, je dirais, trois types de craintes. Première crainte, c'est on détourne des moyens du logement social. C'est une vision, on peut voir les choses autrement. Au plus il y aura des allocations loyers, au plus on peut espérer que le gouvernement ouvrira les cordons de la bourse pour construire des logements sociaux parce que ça permet d'économiser une allocation loyer. D'autre part, quand on compare les montants en cause, je ne pense pas qu'on détourne des moyens, surtout si on a comme vision de l'allocation loyer, d'abord et avant tout, un mécanisme de correction d'une inégalité. Avant d'être un mécanisme social, c'est d'abord un mécanisme d'équité entre personnes qui ont droit à un logement social. Mais ça a été très difficile et cette crainte existait à la fois dans certains partis politiques, mais aussi d'une manière générale, je dois bien reconnaître, au sein des sociétés de logement de service public, hein, l'équivalent des CISP à Bruxelles. En particulier, les directeurs gérants disaient « oui, mais on va avoir moins de moyens si on dégage des moyens, des ressources pour une allocation loyer ». Je pense que la crainte pourrait être totalement, je dirais, on pourrait y répondre de manière totale, globale, si on décidait d'affecter un certain nombre de moyens existants aujourd'hui à une allocation loyer. Je pense profondément que si on résout la question du coût du loyer et que si on concentre un certain nombre de moyens sur l'accès au logement, un accès à faible coût au logement, je pense qu'on résout une partie importante de la question des revenus. Voilà, pas les autres questions de pauvreté et de précarité, évidemment, mais certainement les revenus. Deuxièmement, c'est la crainte des fraudes. Ça, je ne comprends pas.
vraiment une crainte qui nous a été servie. Moi, j'ai négocié un peu cette partie de la déclaration de politique régionale en 2019. Crainte de fraude. Systématiquement, les gens vont frauder. Oui, il y a un risque de fraude, mais enfin, je veux dire, certainement pas plus important que dans d'autres dispositifs et qui posent moins de problèmes ou sur lesquels les gens n'évoquent jamais cette question de fraude. Et quand bien même, il faut mettre le risque de fraude en parallèle avec les bénéfices qu'a exposé David. Et 3, et ça malheureusement, ça s'est réalisé, l'administration en Wallonie pour l'allocation de loyer est extrêmement lourde et elle pèse, l'administration de cette allocation logement pèse largement sur les sociétés de logement de service public. C'est-à-dire qu'on ajoute une charge, c'est-à-dire qu'au moment où on inscrit une personne sur la liste d'attente, ou après un certain temps, on va commencer à remplir des papiers, etc. Objectivement, c'est une charge supplémentaire pour les CLSP qui souvent manquent de moyens administratifs et sociaux pour le faire. Alors, en Wallonie, il faut être inscrit comme demandeur d'un logement social. L'allocation logement ne concerne que les ménages précaires, aux revenus précaires, donc c'est à peu près, je pense, le même seuil qu'à Bruxelles. Il faut être inscrit depuis 18 mois au moins. Et si vous remplissez ces 3 conditions principales, il y en a d'autres, mais c'est les 3 conditions principales, vous avez droit à une allocation mensuelle de 125 € par mois, plus 20 € par enfant en charge, avec un maximum de 185 € par mois. Et donc, de nouveau, ici, 20 € par rapport à 125 ne rencontre pas le critère de minimum 30% en plus ou de minimum 50% en plus par enfant à charge. Je ne sais pas comment ça fonctionne à Bruxelles, mais en Wallonie, on a toujours l'art de complexifier les dispositifs. Et donc, on doit bien constater qu'il y a un énorme non-recours par rapport à cette allocation loyer. En principe, comme je le disais, enfin pas en principe, on connaît le nombre de bénéficiaires potentiels. C'est grosso modo 12 000. Je n'ai pas les chiffres les plus récents, mais ça tourne autour de ça. Donc 12 000 sur 40 000. Hein, vous voyez déjà l'écart qu'il y a. On cible déjà une sous-population de ceux qui ont droit à un logement social. Et il y en a 7 000, je pense à peine, qui ont cette allocation loyer. Alors, quel est l'obstacle majeur ici? Il n'y a pas de document officiel là-dessus, mais c'est ce qu'on me dit, c'est qu'en fin de procédure, l'administration fiscale ou du budget de la région wallonne a imposé de fournir un certificat d'identité bancaire. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est un certificat d'identité bancaire. Moi, je n'en ai jamais rempli. La plupart des gens à qui je pose la question autour de moi ne savent pas de quoi il s'agit. Et on demande ça à des gens, allez, honnêtement, qui sont en difficulté, c'est de la folie. Et toujours cette préoccupation, dire on en est à certains moments à dire que la préoccupation de lutter contre les fraudes ou d'anticiper les fraudes devient l'alpha et l'oméga de la mise en place d'un dispositif social, mais pas que social dans ce cas-ci. Alors, quelques points de débat, si vous permettez. Le premier point, mais dans le fond, quelle justification à une allocation loyer? Pour moi, comme je l'ai déjà laissé sous-entendre, la principale justification doit être une question d'équité. La comparaison un peu facile, je vous le concède, que je fais, c'est comme si demain, le nouveau gouvernement fédéral devait annoncer une baisse d'impôts pour les bas salaires, mais comme il n'y a pas assez d'argent, ce sera réservé aux premiers inscrits. Je veux dire, on dirait que c'est inacceptable. Or, c'est ce qui se passe dans le logement social. Il y a des gens qui ont, une série de personnes qui ont droit, qui sont dans les conditions d'avoir un logement social. Certains l'ont et d'autres pas. Et donc, c'est d'abord une question d'équité. Pour moi, et c'est comme ça qu'on peut le justifier. Alors, de nouveau, je vais éviter de faire de la politique qui pourrait paraître partisane, mais je pense que c'est, surtout si on veut convaincre certains milieux, c'est plutôt dans cet argument-là qu'il faut aller,
parce que sinon, on va retomber dans le débat, oui, mais il y a des gens qui sont aidés, et puis il y a des gens qui sont encore trop aidés, puis le hamac social et toutes ces questions-là. Non, c'est d'abord une question, me semble-t-il, d'équité. C'est une question démocratique, parenthèse, qui se pose pour beaucoup de dispositifs. Hein. Ce n'est pas le seul dispositif, social ou pas, où il y a une forme de rationnement qui n'est pas compensé. Deuxième question, c'est bien sûr l'impact sur les loyers. Même conclusion que David, je ne pense pas qu'il y en a un, mais voilà. Et on ne peut pas exclure, David, j'entends bien ton argument comme quoi l'allocation loyer est anonyme, mais je connais quand même un certain nombre de propriétaires qui savent très bien ce qui se passe en termes d'aide et qui s'arrangent pour le savoir ou pas. Hein. Et alors, en général, c'est la pression sur le candidat. Quand vous avez un candidat locataire qui est pressé, qui ne trouve pas, etc., il y a facilement moyen de faire pression sur lui pour lui arracher des informations qu'il ne devrait pas lâcher, mais qu'il va lâcher parce qu'il pense que ça va favoriser l'accès au logement. Troisième question, j'insiste encore une fois, c'est une question générale. Comment est-ce qu'on calcule l'adaptation de l'aide en fonction de la taille et de la composition du ménage? En tout cas, dans la plupart des dispositifs que je connais, ça vaut aussi pour le tarif social électrique, ça vaut pour l'accès au statut BIM, donc bénéficiaire d'intervention majorée, etc. En général, on ne respecte pas les critères qui sont à la base du calcul du taux de pauvreté. Donc, une unité, 1 pour le premier membre du ménage, 1,5 pour chacun des membres qui s'ajoutent, et pour les enfants de plus de 14 ans, et 0,3 pour les enfants de moins de 14 ans. On ne respecte jamais ces règles. Ceci m'amène alors à, bien sûr, aborder la question des critères, et pour les raisons que je viens d'indiquer, je vous avoue que je suis toujours un peu mal à l'aise quand les familles monoparentales deviennent là aussi parfois un petit peu l'alpha et l'oméga des politiques sociales, en tout cas un point d'attention majeur. Je ne suis pas en train de nier la situation difficile des parents seuls, souvent des mamans seules, mais il y a aussi les personnes seules. Et toutes choses égales par ailleurs, les personnes seules, toutes choses égales par ailleurs, je précise bien, paient une part plus grande de leurs revenus comme loyer que d'autres catégories de ménages. Et donc là, il faut faire attention. Donc l'idéal, en fait, je n'aime pas ces critères, personnes seules. En fait, il faut calculer le revenu par unité de consommation. Et c'est ça qui devrait devenir la norme. Et automatiquement, on va tenir compte, effectivement, des parents, un peu plus des parents seuls, mais de manière automatique, sans devoir nécessairement isoler ce public dans les critères. Voilà. Donc, je sais que c'est pas évident, mais je pense quand même que c'est dans ce sens-là qu'il faut aller. Alors, les critères, je vois qu'à Bruxelles, c'est des critères différents. Il y a une priorité de points. Hein, il n'y a pas nécessairement corrélation parfaite entre nombre de points et position sur la liste d'attente, hein, puisque ça dépend aussi d'autres critères. Donc là, effectivement, on peut avoir des discussions. Normalement, si on part du principe qu'il s'agit d'une compensation d'équité entre ménages qui ont les mêmes droits, mais dont certains droits sont rencontrés et d'autres pas, je pense qu'il faut effectivement des critères beaucoup plus larges et un montant plus important, parce que j'ai encore fait récemment les calculs ici pour Namur, une situation fin décembre 2023. En gros, pour une maman seule, le fait d'accéder à un logement, je parle d'une personne de revenu d'intégration, accéder à un logement social permet d'économiser 600 à 700 euros par mois de loyer. Et donc, une compensation dans ce cas-ci de 185 euros, c'est une compensation partielle, hein, une compensation partielle de l'écart, et donc cette inégalité d'accès à un droit reconnu, mais comme il y a pénurie, tout le monde n'a pas droit à un logement social. La durée pendant laquelle on accorde cette aide est intéressante, et au moins le dispositif bruxellois, ceci d'intéressant, David, bien sûr, que ça pèse moins en termes de piège à l'emploi
que des formules où on arrête du jour au lendemain dès lors que les revenus dépassent le seuil. Et donc, bien sûr, tu as tout à fait... Enfin, je réponds à ta question, David, ça rend le loyer, en tout cas en Wallonie, moins inabordable, mais quand même difficilement supportable pour certaines personnes. Et puis, j'en viens à la dernière remarque que j'ai annoncée tout à l'heure. C'est en fait derrière ce débat, il y a cette question, est-ce qu'il faut aider les briques? Donc, autrement dit, est-ce qu'il faut aider, par exemple, une CISP, ou est-ce qu'il faut aider les personnes? On pourrait très bien, je sais bien que... Je ne dis pas que je suis 100% derrière ce modèle, mais on peut imaginer un modèle où, par exemple, les CISP deviennent des opérateurs immobiliers comme les autres et proposent des logements, et que les personnes qui ont un revenu faible soient aidées par une allocation loyer, mais quel que soit leur bailleur. Voilà. Tout ça, c'est des questions hyper complexes, mais je pense, au vu de l'évolution des mentalités, peut-être au vu de l'évolution des coalitions en place, il n'est pas impossible qu'on aille de plus en plus vers des aides à la personne plutôt que des aides à la brique. Mais ça se discute. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, j'avais promis la parole à Magali Verdonck, autrice, entre autres, avec Nicolas Bernard et Paul Zimmer de la Spending Review. Mais vu l'ampleur de la réaction de Philippe et les différentes thématiques sur lesquelles il a donné ses points de vue et ouvre les débats, je ne sais pas si déjà David voulait réagir par rapport à un des thèmes avant de traiter spécifiquement la question de la comparaison entre différents dispositifs concernant la Spending Review. Et après, Magali, je te promets, je te donne la parole. Je partage pas mal des réflexions de Monsieur De Fait, surtout cette question de justice sociale horizontale, donc le traitement égal des gens qui se trouvent dans la même situation. Oui, c'est un débat profondément politique qui me tient à cœur. Allez, maintenant, je m'exprime vraiment d'un point de vue personnel. Le cas concret que Monsieur De Fait a donné, donc bénéficiaire RIS qui a la chance, après des années d'attente probablement, d'accéder à un logement social qui voit une réduction de 600 € par mois pour un logement social. Comparer cette personne avec une même personne dans les mêmes conditions, même composition, même revenu, qui gagne peut-être 1 € de trop pour avoir une allocation loyer, qui ne reçoit rien, qui reçoit une allocation loyer de 180 ou qui reçoit un loyer AIS pour 200, 300 €. C'est, d'un point de vue philosophique, c'est difficile à accepter. Ceci dit, d'un point de vue administratif, c'est beaucoup plus compliqué de... Allez, donc, on pourrait se décider et se mettre d'accord sur le point philosophique, chaque personne étant dans une même situation, au même support. OK, mais alors commence la partie administrative pour mettre ça en musique. Et là, c'est pas du tout évident, mais c'est une réflexion auquel j'aimerais bien participer. Sur la complexité des procédures et le non-recours. Comme j'ai essayé de vous expliquer, je pense qu'on a fait vraiment de notre mieux en région Bruxelles-Capitale d'alléger le plus possible les critères d'octroi. Donc, demander un minimum de documents administratifs, par exemple. Nous ne demandons pas un certificat d'identité bancaire. Nous demandons une copie de la carte banque. Voilà, c'est ce que tout le monde a dans sa poche et avec un smartphone ou un copy shop sur le coin, c'est relativement simple de l'obtenir. Donc, nous ne demandons pas ce genre d'excès administratif. Ce qui fait, mais j'ai pas des chiffres exacts, mais je suis assez persuadé que le non-recours au droit pour cette allocation est très faible. Par notre prise de contact proactive avec tous les bénéficiaires potentiels,
Oui, par la facilité des procédures d'octroi, je pense vraiment que, mais on doit creuser la question plus en détail, mais on n'est certainement pas des taux qu'on entend des 40-60% de non-recours. Là, j'ose mettre ma main dans le feu Oui, pour oui, je pense. qu'en région bruxelloise, on n'est pas dans ces chiffres-là. Je trouve que la proposition de travailler avec les échelles d'équivalence Oui, c'est ça, c'est ça. pour le calcul des primes, c'est intéressant. Donc, un adulte, un adulte supplémentaire, ça vaut 0,5, un mineur 0,3. Ça pourrait être un élément de la réflexion sur l'allocation qu'on compte mener en mi-législature. Parce que c'est vrai que, allez, même si les augmentations par enfant à charge sont relativement considérables, surtout pour les familles monoparentales, avec 45 € par mois, tu ne passes pas d'un appartement 2 chambres à un appartement 3 chambres. Je m'en suis bien conscient aussi, bien sûr. Voilà, je pense que je vais m'arrêter pour cette partie-là. Merci. Alors, Magali, si tu voulais réagir. Oui, merci Véronica. Tout d'abord, merci David et Philippe pour vos interventions avec lesquelles je suis quasi à 99,9% d'accord, ce que votre évocation du spending review pourrait sembler contredire. En fait, je voulais profiter d'être là pour clarifier un point du contexte de ce spending review. Donc, c'est la Commission européenne qui a demandé à Bruxelles d'enfin se saisir de cet outil intéressant en proposant 2 projets pilotes avec des budgets ridicules. Je pense qu'il pensait que le gouvernement bruxellois compléterait ce qu'il n'a pas fait. Personne ne voulait faire ce travail. C'était impossible pour les montants. Alors, heureusement qu'ils ont beaucoup insisté, qu'ils sont tombés sur Nicolas Bernard, très connu pour son investissement dans le sujet, qui lui-même a réussi à me convaincre. Et donc ça, c'est une première chose, de dire on avait très très peu de moyens, mais beaucoup d'enthousiasme. Et rappeler aussi que la question qui nous était posée, c'était comment réduire la liste d'attente. Ce n'était pas fait une analyse économique complète de l'impact sur le marché immobilier, des TIC et TAC. Non, c'était voilà, à budget donné, il y a plusieurs moyens de faire, sans parler de est-ce que le capital immobilier de la région va augmenter ou diminuer. C'était assez réduit. Donc, on a analysé différentes filières possibles sur 2 critères, la vitesse à laquelle quelqu'un peut être dans un logement et le coût. Et les coûts qu'on a comparés, c'était coûts de construction de logement social versus allocation de loyer. On n'a pas pris en compte les coûts d'entretien qui sont, on le sait, vraiment énormes. Donc, bref, ça a été fait dans des conditions difficiles. Moi, je suis bien contente de voir qu'il circule, ce spending review. Il est quand même régulièrement évoqué, ce que je trouve intéressant et ça valait la peine du coup de se mobiliser. Par contre, je réalise que le contexte est rarement connu, ce qui voilà, joue un peu en sa défaveur. Donc, merci beaucoup de me laisser l'occasion de clarifier ça. Et j'en profite pour dire un point que j'entends rarement sur cette question de piège à l'emploi. On a du mal à imaginer qu'il n'y ait pas du tout de piège, parce qu'il faut être un petit peu masochiste pour mettre ses 4 enfants en garderie, pour aller faire un travail a priori pas très bien payé, bon, et devoir quitter son logement. Et donc voilà, on ne peut pas se dire qu'il n'y en a pas du tout. Maintenant, est-ce que c'est un vrai problème? Ce que je trouve dommage, c'est que on réfléchit toujours qu'à une période donnée, c'est-à-dire, oui, la maman seule avec ses enfants va peut-être pas courir chercher du travail. Et donc, elle ne participe pas à l'économie. OK, mais dans un temps 2, ces enfants qui auront grandi dans un logement plus sain avec une maman, peut-être qui n'est pas en burn-out, est-ce que ça n'a pas des effets incroyablement supérieurs sur l'économie? Donc voilà, je n'ai pas vu d'études là-dessus, ça me donne vraiment envie d'en faire, mais je suis sûre que les résultats donnent une toute autre histoire et devraient pouvoir convaincre ceux qui aujourd'hui ont tellement peur de ces fraudes ou pièges à l'emploi. Voilà. Merci Magali pour lancer de nouvelles pistes d'études. Super. Alors, j'ouvre les débats du coup avec la salle, les participants. Si vous voulez poser des questions. Voilà, Denis. Donc, Denis Grimbergs, tu peux te présenter aussi pour les autres. Merci. Voilà, j'ouvre mon micro. Merci à nos 2 orateurs. Franchement, Philippe et David nous ont invités
à réfléchir à ces dispositifs avec des éléments d'analyse, mais aussi sur le cas bruxellois, des chiffres qui montrent quand même la puissance de ce dispositif dans un temps assez court pour finir, hein, par rapport à l'évolution des débats qui ont mis énormément de temps sur l'allocation loyer, la manière dont ça a été développé sur le dernier gouvernement, pendant la période du dernier gouvernement est assez remarquable. Je voulais poser juste une question à David, c'est est-ce que l'on a une idée, et est-ce que ça peut être pris en compte dans l'évaluation qui doit être réalisée, du nombre de personnes qui s'inscrivent comme candidats locataires de logement social pour bénéficier de ce dispositif un jour? Non. Voilà, c'est la réponse simple et honnête. On n'a pas ces chiffres, mais c'est vrai que c'est un risque potentiel. Oui. Surtout pour les familles monoparentales. Et en fait, dès le moment qu'ils s'inscrivent, ils sont dans les conditions, ou après quelques mois, je ne connais pas les détails, ils sont très vite, en tout cas, dans les conditions l'octroi de la prime. Mais sauf erreur de ma part, ouais, bon, la manière la plus facile d'analyser ça serait de voir si, depuis l'entrée en vigueur de l'allocation loyer, on a constaté une hausse remarquable des candidats locataires inscrits pour les 6, mais j'avoue que ce travail n'a pas encore été réalisé. Donc, Denis, hein, c'est un objet de réflexion, effectivement. Déjà aujourd'hui, on rencontre des candidats locataires qui, une fois qu'on leur propose un logement, ben, ça ne va pas. Voilà, pour de bonnes raisons, je ne porte pas de jugement de valeur ici. La situation de la personne peut avoir évolué, etc. Donc, il n'y a pas de souci. Mais donc, la question qui se pose, je ne pense pas qu'il y a déjà eu beaucoup de cas en Wallonie, mais la question se pose, admettons quelqu'un qui a droit à une allocation loyer, et puis qui décide que finalement, elle ne prend pas un logement qu'on lui propose. Et quand même là, de nouveau, un problème d'équité avec d'autres personnes. Elle a quelque part encombré les listes d'attente de manière éthiquement injustifiée. Voilà, mais de nouveau, il peut y avoir des changements, mais donc le risque existe. Oui, le risque existe. À Bruxelles, la raison pour laquelle les gens pourraient du coup s'inscrire, c'est aussi que ça leur donnerait droit à cette allocation, mais qu'il y ait quelque part un espoir du coup de bénéficier d'un dispositif, alors que l'inscription, et on connaît tous des situations dans lesquelles on n'encourage même pas les gens à s'inscrire pour bénéficier d'un logement social, parce que les délais d'octroi du logement social sont tellement éloignés de la situation concrète des gens qu'on leur dit c'est pas le dispositif qui vous convient, on va vous orienter Voilà. sur quelque chose d'autre. Donc, Voilà. je ne dis pas que cette inscription serait injustifiée, moi, mais ça Non, pourrait tout à donner fait. évidemment du volume aux inscriptions. C'est ce que j'allais répondre, ou compléter plutôt par rapport à ce que disait David. Même si on devait constater une hausse, simplement, le dispositif aura permis de rendre visible une demande invisible. Parce qu'effectivement, les gens ne se sont pas inscrits, étant totalement découragés et entendant des tas de discours, parenthèse parfois faux. Hein. Ce qui court sur la durée d'attente, d'abord, ce n'est pas nécessairement le cas dans toutes les sociétés, en Wallonie, hein, Bruxelles, c'est certainement différent, ce n'est pas nécessairement la même chose dans toutes les sociétés, ce n'est pas nécessairement la même chose en fonction du type de logement, du type de ménage, etc. Et donc, moi, j'encourage toujours les gens à s'inscrire, hein, à forcer maintenant avec le dispositif. Ok, mais donc élément à étudier pour Bruxelles à mieux analyser. Alors, Muriel van der Oui, Gies, ben justement, dans ce cadre-là, bonjour, en tant que coordinatrice du PUL, j'ai le monitoring des inscriptions de logements et le monitoring des allocations loyers qui sont payées aux personnes qui sont en famille ou seules et les personnes en situation de famille monoparentale. Alors, ce qu'on observe en septembre, c'est que la liste d'attente du logement social, elle est quand même en train d'augmenter. On est à 58 000 inscrits, c'est beaucoup. Et que dans cette liste, la proportion des familles monoparentales qui se sont inscrites à partir de 2022 est en augmentation. Elle était très stable en 18, 19, 20, 21. Et à partir de 22, donc l'annonce de la location, la mise en œuvre de la location, la part des ménages monoparentaux qui s'inscrivent
a augmenté d'environ 20%. Donc, il y aurait apparemment un effet en termes d'inscription dans le logement social pour avoir droit. Et c'est effectivement une expression du besoin et aussi du non-recours parfois à des mécanismes, hein. Donc les gens sont découragés par ce qu'ils entendent, par la longueur des files d'attente et ne s'inscrivent plus, tandis que là, ce mécanisme les a sans doute, avec l'aide de tout un secteur associatif d'accompagnement qui a été fort informé des nouvelles mesures, donc qui ont fait et pris l'action de s'inscrire pour pouvoir bénéficier de l'allocation. Donc, il y aurait une corrélation quand même entre les deux, à vérifier sur la longueur, hein. Ce sont des chiffres sur 2 années. Voilà. Merci Muriel, merci beaucoup Oui, pour peut-être spécifier. un élément de réponse par rapport à ce qui vient d'être dit, d'autant plus que si je ne me trompe, le nombre de ménages monoparentaux avec des jeunes enfants, hein, je ne parle pas de tous les ménages avec des enfants très âgés, etc., des jeunes enfants, n'est pas en augmentation, hein, à Bruxelles. La proportion n'est pas en augmentation, contrairement à ce qu'on dit en général. Donc ce serait encore d'autant plus significatif. Alors, nous avons une question sur la chat de la part de Lionel Van Rillard, donc CEO de Inclusio. Donc, il pose la question suivante. L'allocation de loyer ne devrait-elle pas avoir comme condition l'attestation de conformité du logement? Sinon, l'argent public est utilisé dans certains cas pour aider un locataire à payer un loyer trop élevé d'un logement insalubre. Donc, je ne sais pas si c'est... Voilà, peut-être pour... Voilà, David, si tu veux répondre à ça, est-ce qu'il y a une attestation de conformité du logement qui est demandée? Je ne sais pas si c'est en Wallonie, c'est le cas ou pas? Ce n'est pas demandé. Cette question a été débattue quand la nouvelle allocation a été mise en place. La logique, pour ne pas l'inclure comme condition d'octroi, un peu, et même logique pour ne pas appliquer un loyer plafond de loyer, c'était de dire on ne va pas sanctionner les bénéficiaires potentiels 2 fois, hein. La première fois parce qu'ils payent sur le marché privé un loyer trop élevé pour un logement de trop faible qualité. C'est déjà la première sanction via le fonctionnement du marché. Et la deuxième sanction serait de ne pas payer une allocation qui leur permettrait à terme éventuellement d'accéder à un autre logement de meilleure qualité. Donc, la décision a été prise de ne pas mettre ça comme condition. Mais, reste important, il y a encore donc l'allocation loyer au point de vue administratif, elle est octroyée par la direction des allocations loyer inoccupés, mais il reste au sein de Bruxelles Logement aussi encore l'inspection régionale du logement qui poursuit son travail de contrôle des logements insalubres. Donc, ce n'est pas les... Donc, c'est tout à fait possible qu'il y a des inspections qui ont lieu dans des logements pour lesquels le bénéficiaire touche une allocation loyer, mais que le bailleur, pour cause d'infraction sur les normes d'insalubrité, soit sanctionné. Moi, je partage ce qui vient d'être dit. Je voudrais ajouter ceci. D'abord, il faudrait voir, à minima, ce n'est pas le cas en Wallonie, à harmoniser les règles de salubrité entre le public et le privé. Donc, par exemple, la surface minimum pour un logement public ou assimilé est plus grande que pour un logement privé en Wallonie. C'est déjà une aberration juste incroyable. Ça fait des années qu'on le dit. Je pense que la nouvelle ministre est décidée à changer cela et c'est très bien ainsi. Deux, il faut voir aussi ce qui est important, quoi. Et si on commence à faire ça, alors ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on fait pour tous les locataires privés qui ne demandent pas l'allocation loyer? Eux peuvent continuer à vivre dans des logements insalubres et pas les autres. Non, ça ne va pas. À un moment donné, et puis il y a dans les critères de salubrité, je pense qu'il y a des choses plus importantes que d'autres. Évidemment, il n'est pas question de faire vivre quelqu'un dans un logement où il y a plein d'humidité, par exemple, mais alors, effectivement, qu'est-ce qu'on fait? Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On sait bien qu'il y a des logements qui restent insalubres parce qu'il n'y a pas de solution de reclassement.
Merci pour vos réponses. Donc, je donne la parole à Xavier d'abord et après à Monsieur Resne de l'ESBEL Convivence. Voilà, un grand merci David et Philippe pour vos interventions respectives qui étaient passionnantes. Juste une réflexion personnelle. Quand j'ai entendu parler, je me suis dit, mais est-ce qu'il n'y a pas un avantage au système des allocations loyer ou des allocations d'attente en Wallonie, avantage qui est le fait qu'il n'y a pas ou moins de stigmatisation. Les personnes sont dispersées, les bénéficiaires, j'imagine, sont dispersés dans la ville, dans des immeubles appartements dont les autres occupants sont des occupants qui ne bénéficient sans doute pas de ce type d'allocation. Est-ce qu'il n'y a pas une meilleure inclusion et est-ce qu'on n'évite pas une certaine stigmatisation? Voilà, c'est la réflexion et la question que je voulais vous poser. Peut-être on prend la question aussi de Monsieur Resne. Peut-être que c'est mieux qu'on réponde parce que j'ai plusieurs points de questionnement. Ça va. Moi, je voulais juste dire à Xavier que c'est un argument qui plaide pour avoir une politique d'aide à la personne plutôt qu'à la brique. Voilà. Mais j'insiste bien, c'est une question complexe, controversée, idéologiquement très, très, très chargée. Et de toute façon, il y a l'histoire aussi. Hein. Il n'est pas question de balayer, parce que simplement, un jour, on a une zine, 100 ans d'histoire sociale et 100 ans de logement social, d'histoire de logement social. Hein, voilà. Et j'aimerais ajouter à cela que le but devrait être que le logement social ne soit pas un stigme. Voilà. Mon premier job, c'était éducateur de rue dans le quartier de Peterbos. Quand je parlais avec les anciens habitants, ce sont des gens qui, dans les années 60-70, avaient déménagé de Kuregem ou de Molenbeek, des vieux quartiers, des taudis verts, des tout neufs bâtiments architecturaux à Peterbos. Donc voilà, c'est juste pour dire que le stigme du logement social, ça n'a pas toujours été le cas, au contraire, et que je pense que le défi est aussi d'enlever ce stigme du logement social classique. D'accord, merci. Si vous attendez, ouais, vous pouvez y aller. Le feu vert, parce que je ne sais pas s'il y a des choses dans le chat. Mais donc, deux petites remarques d'abord. Mais la première, c'est, moi, je ne suis pas travailleur de première ligne, plutôt de deuxième ligne, donc ce n'est pas une expérience professionnelle et ça reste empirique, mais j'aide quand même des personnes dans mon entourage ou que je connais à accéder à leurs droits, et notamment l'allocation loyer. Et je peux confirmer que le caractère anonyme supposé ou présumé de l'allocation loyer est en fait un mythe. Moi, à la grosse touche, 60% des personnes que j'ai aidées et qui ont reçu une allocation de loyer ont vu leur loyer augmenter dans les 2 mois, parce que leur propriétaire l'a appris. Donc, ça peut être par... alors là, on revient un peu à la dire, l'obligation d'avoir une boîte de lettres individuelle, etc. Mais ça peut être par interception de courrier, ça peut être par conversation, menace, observation. Enfin, il y a toute une série de choses qui font que le bailleur, dans le segment, en tout cas, des locataires précaires que l'allocation de loyer est supposée aider, il y a toute une série de moyens de pression ou de connivence comme ça, un peu malsaines, qui font que le propriétaire en fait apprend l'existence. Et donc je pense que l'effet macro, effectivement, il n'est pas mesurable, il est peut-être non significatif, mais par contre ce qui est important, c'est l'effet micro. Et là, je pense que malheureusement, il y a quand même un effet. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, hein, mais voilà, il faut plutôt voir comment le contrer. Alors, deuxième observation, moi je suis assez d'accord avec Monsieur Defey. Enfin, pourtant, nous, en tant qu'organisation, on est plutôt à vraiment ne rien laisser passer en insalubrité, parce que je pense qu'à force de reproduire le modèle, ça ne va pas. Mais c'est vrai que soit on l'attaque dans son ensemble, peu importe que ce soit du privé, du social, avec allocation de loyer, sans. Mais c'est vrai qu'utiliser des mécanismes alternatifs d'aide aux personnes pour résoudre le problème de l'insalubrité, alors qu'on n'arrive pas à l'appréhender en dehors de ces mécanismes-là, ça crée une inéquité. Donc je pense qu'on doit on doit plutôt aller sur des mécanismes de lutte contre l'insalubrité qui sont intégrés, cohérents et
plus ou moins systématique sans casse sociale, plutôt que de se dire on sanctionne ceux qui ont fait la demande d'allocation loyer et les autres restent dedans. C'est effectivement, moi je pense que la noblesse de l'action politique, c'est d'aller dessus, mais c'est pas d'utiliser les leviers d'aide aux personnes pour ce faire, parce que ça rend les situations pires que meilleures. Et alors, la troisième, là, c'est plutôt une question. Moi, j'étais un peu interpellé par les chiffres. Donc, vous avez annoncé plus ou moins 35 millions au budget régional pour 2023 ou 2024 pour les allocations loyer, donc, et pour 12 000 ménages, plus ou moins, aidés 11 à 12 000. Alors, donc, je vais pas revenir sur la spending review ou toutes les études qui sont dessus, parce que Magali a bien explicité la portée, mais le débat politique qui s'en est suivi disait que le logement social coûtait cher, et effectivement, il y a les coûts de production, de gestion, etc. Mais si on prend en compte stricto sensu la question du loyer, moi je constate simplement que l'allocation régionale de solidarité fait plus ou moins 50 millions en 2024. Tu me corriges, Muriel, si je dis des bêtises, mais on doit être autour de 50 millions en 2024 pour un parc de 40 000 logements sociaux, et avec des gens qui payent un loyer social. Et l'allocation loyer ferait 35 millions, donc un petit tiers en moins seulement pour une aide moins importante et des gens qui payent beaucoup plus de loyer sur le parc privé. Ça m'interpelle. Donc je me dis, tout le discours politique qu'on a porté sur la non-pertinence du logement social au regard d'autres moyens, ben là je me dis qu'en termes de chiffres, alors effectivement il y a le coût du logement social, mais on se constitue aussi un parc. Et donc là je rejoins Philippe Defay sur le fait de dire, ben oui, c'est une allocation d'attente, et je pense qu'il ne faut pas comparer les deux. Le logement social offre aussi des garanties en termes de continuité d'accès au parc et de maîtrise foncière publique qui valent leur pesant d'or. Et donc voilà, moi, pour caricaturer, je trouve que 35 millions, alors pour moi, on peut même mettre 70, 100, hein, je veux dire, tant qu'il faut aider les personnes, il faut le faire. Mais 35 millions pour 12 000 personnes et 50 millions d'allocations régionales de solidarité pour 40 000 ménages à loyer social, je trouve que finalement, on ne fait pas si mal que ça dans le logement social. David, oui, tu as... Oui, là je veux quand même, je ne suis pas le grand expert du financement du logement social en région Bruxelles, mais le ARS que vous mentionnez, ça n'est qu'une partie des dépenses publiques en faveur de la construction et l'entretien du logement. Il y a les subsides à investissement, il y a les réductions familles nombreuses, donc je ne pense pas qu'il y a lieu de comparer le dispositif ARS avec allocation loyer. Oui, mais je pense peut-être Madame Verdonck pourra en dire plus, mais allez, parce qu'il y a beaucoup plus de dépenses pour la construction et la rénovation de logements sociaux que uniquement cet ARS. Ah oui, mais ce n'est pas l'objet de mon discours. Je ne dis pas que c'est l'ensemble, mais dire, voilà, étant donné que l'ARS, c'est un peu le versant du déficit social des CISP, donc l'intervention dans le loyer, pas dans la construction du parc, mais dans le loyer et le financement des CISP, et l'allocation loyer est un peu le complément loyer pour les ménages qu'on n'arrive pas à loger dans le logement social. Si on met de côté les coûts de construction, qui effectivement sont importants, et les coûts de gestion, ben voilà. Par contre, on doit pouvoir se dire, je pense, dans des comparaisons comme ça, parce que c'est pas moi qui fais la comparaison, c'est qu'on l'a fait beaucoup politiquement. Une fois que le spending review est sorti. Ouais. Ceci dit, pour être clair, je n'ai aucune... mon administration gère à la fois des subsides au AIS, à la SLRB et l'octroi des allocations loyer. Donc, je n'ai aucun intérêt personnel ou organisationnel de défendre ou de privilégier l'une des dispositifs sur l'autre. Voilà, pour être clair. Voilà, je voulais attirer l'attention sur ces chiffres-là, en tout cas sur la partie aide au loyer de l'investissement dans le logement social. Sinon, effectivement, les plans régionaux d'investissement, les subsides aux CISP, les incitants, etc., c'est beaucoup plus. Mais voilà, il y a tout un accompagnement qui va derrière et qui a un coût. Bien sûr. Muriel, tu voulais compléter? Oui, une précision, en fait. L'ARS compense le manque à gagner entre le loyer réel et le loyer payé par le locataire dans le logement social en région bruxelloise. Mais c'est là-dedans aussi que les sociétés doivent aller chercher leurs frais de fonctionnement. Il n'y a pas de subvention. Vous m'entendez maintenant?
Oui. Oui, de Donc nouveau. l'ARS est la compensation de la différence entre le loyer de base et le loyer réel payé par le locataire en région bruxelloise pour les CISP, mais c'est aussi avec ça que les sociétés doivent trouver leurs frais de fonctionnement. Il n'y a pas de subvention générale du fonctionnement des CISP. Il y a des subventions en termes d'investissement pour la construction et la rénovation de logements. Et puis, il faut savoir qu'en termes de subventions, il y a 50% de subventions et 50% qui sont des prêts, et que les logements sociaux, donc les 16 CISP, doivent rembourser chaque année à la SNRB 50% des investissements. Et puis, pour moi, c'est quand même fondamental comme différence, c'est qu'on l'a déjà soulevé à plusieurs reprises, et M. Defait, David le faisait aussi, in fine, on a un patrimoine. Et ce patrimoine, pour l'instant, est rarement pris en compte en termes d'assets pour la région bruxelloise et devrait faire partie de notre réflexion plus globale sur le coût des différentes politiques. Merci. Il n'y a pas d'autres questions. Peut-être M. Rest nous dire c'est qui Convivance, parce que je pense que donc on est très nombreux. Je ne sais pas si tout le monde connaît l'ESBL. Non, mais nous, on est une association d'aide au logement et enfin située dans le centre-ville et sur la Haken, donc c'est vraiment et voilà, on fait du plaidoyer aussi pour les questions logement, mais voilà, on a beaucoup travaillé la question de l'insalubrité parce que on était sur des quartiers qui étaient historiquement très vieux. Mais donc on fait aussi de la rénovation urbaine via des subsides réseau habitat, donc on est dans les deux dispositifs, insertion par le logement et réseau habitat. Voilà. Très bien. Merci. Donc, on a aussi une question. Alors, si vous pouvez vous présenter. Ah oui, c'est OK. Thomas Lambrechts de l'ESBL Capuche. Bonjour, Thomas. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Oui. Oui, tout à fait. Oui, parce que du coup, je n'ai pas testé. Voilà, donc oui, je travaille pour Capuche, qui est une association qui s'occupe de l'accès au logement des jeunes en situation de vulnérabilité en région bruxelloise, notamment ceux qui sortent de l'aide à la jeunesse ou qui sont en situation d'errance. Et donc, pour résumer, voilà un merveilleux dispositif qui, une fois de plus, laisse ce public précis de côté, puisque le truchement des titres de priorité laissait déjà peu de chance à des jeunes d'accéder à un logement social jeune. Eh bien, avec l'allocation de loyer, on est dans la même situation. En cause, les titres de priorité en région bruxelloise, qui, contrairement à la région wallonne, ne tiennent pas compte des spécificités propres à ce public-là. Ben voilà, donc on peut formuler ça en question ou juste en remarque, comme vous voulez. Mais si c'est une question, ce serait est-ce qu'il y a un projet d'aménager les titres de priorité ou autre optique dont on avait discuté avec le cabinet, mais qui est un peu laissé lettre morte pour rebondir sur quelque chose qui était abordé précédemment, assimiler par exemple des jeunes en situation d'autonomie, donc mineurs et vivant seuls, comme une famille monoparentale, ce qui serait une petite pirouette administrative facile à mettre en œuvre, mais bon voilà, donc je vous laisse avec ça. Merci. Juste un élément de réponse par rapport aux jeunes, quand on a discuté du projet d'allocation loyer maintenant d'attente en Wallonie, c'est un des arguments qui est venu sur la table, enfin un des points de discussion. Est-ce qu'on ne doit pas avoir des familles avec 3 adultes, 3 enfants adultes, il y en a tout plein, hein, est-ce qu'on ne doit pas avoir ces familles-là, est-ce que les enfants de ces familles-là ne vont pas chacun demander une allocation loyer? Non. La réponse, évidemment, est non, puisqu'il faut avoir un contrat de bail pour pouvoir demander l'allocation de loyer. Hein, ce qui résout, je suis sûr, la quasi-totalité. Alors, on sait bien qu'il peut y avoir des fausses domiciliations, mais de nouveau, ça c'est un autre débat, ça. Hein, voilà, c'est pas l'allocation, l'octroi de l'allocation loyer qui doit résoudre la question des fausses domiciliations qui existent, on le sait bien. Oui, et donc formellement, l'allocation loyer, elle est déjà accessible pour les mineurs émancipés ou mis en autonomie. Donc, Oui. c'est repris dans l'arrêté. Mais si je comprends bien la remarque de monsieur, c'est que même si, d'un point de vue formel, c'est possible d'y intégrer, c'est la question des titres de priorité qui pose problème, qui ne tient insuffisamment compte de ces catégories. Voilà. Ok, oui, ça sera, oui, je vais le noter et ça pourrait être un des éléments de l'évaluation parce que, allez,
ils ne sont pas exclus formellement. Dans l'arrêté, je ne connais pas l'article par cœur, mais je sais que ça doit être soit des personnes âgées de 18 ans ou plus ou des mineurs en situation autonomie ou émancipés. Mais si là derrière, le raisonnement avec le titre de priorité ne colle pas, ça provoque des problèmes. OK. Comme il peut y avoir des problèmes pour des jeunes ou pour les non-jeunes qui sont en institution et qui seraient, s'ils avaient accès à un logement, seraient parfaitement capables de vivre, en tout cas en partie en autonomie, ou autonomie surveillée, ou accompagnée, encadrée, etc. Et donc, ce n'est pas évident non plus parce qu'ils n'ont pas de loyer. Formellement, ils ne paient pas un loyer s'ils sont dans une institution. Merci. Alors, je ne vois pas d'autres questions ou des mains soulevées. Du coup, Xavier, on pourrait clôturer un peu à l'avance. Si tu veux dire. S'il n'y a pas de nouvelles interventions ou questions, effectivement, alors on va remercier David et Philippe pour leurs interventions respectives, leurs présentations. C'était vraiment très intéressant. Et d'ailleurs, le nombre de personnes qui ont participé aujourd'hui, je crois qu'on a battu tous les records. Donc voilà, merci à vous deux et merci à vous tous pour votre participation et votre écoute. Merci beaucoup. Beaucoup. Merci beaucoup à tout le monde. Merci. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Merci.